Pouvez-vous faire un point sur les dernières mesures sanitaires? Confinement partiel, couvre-feu dans les grandes villes. Oui, on monte une surenchère dans les mesures d'application de cette dictature sanitaire, parce que aujourd'hui réellement on peut parler de dictature, de contrainte. Tout cela, ça fait partie d'un processus d'ingénierie sociale pour unifier la population autour du pouvoir et museler toute forme d'opposition. Je compare cela au déclenchement de guerres artificielles, notamment utilisées aux États-Unis contre Saddam Hussein après le 11 septembre. Pour obtenir une unification de la population autour du pouvoir, comme je vous le dis, et surtout pour museler toute forme d'opposition. On se demande la nature du danger, on se pose des questions de toute façon difficiles de répondre avec des autorités qui font ce qu'ils font de mieux en permanence, c'est-à-dire de nous mentir. Vraisemblablement, je ne suis pas médecin, mais cette épidémie prend la forme d'une grippe sévère avec des aggravations, enfin des complications notamment respiratoires, et qui touchent ceux qui sont les plus fragiles du point de vue de la santé. Chaque année, on a à peu près 7 000 ou 10 000 morts dues à la grippe. Et pourtant, on a une population, notamment âgée, qui est vaccinée contre la grippe. Donc, c'est une forme de grippe sévère. Et cette épidémie démontre plusieurs choses. La première, c'est que notre société est en état de délitement total. Plus qu'une crise d'épidémie, nous avons une crise du système hospitalier qui était malade avant l'épidémie. Souvenez-vous des bureaux d'urgence, les 2/3 des urgences des hôpitaux qui étaient en grève, réquisitionnés mais en grève, la démission de directeurs administratifs, les manifestations importantes du personnel hospitalier pour réclamer plus de moyens. Manifestation réprimée par la force, parce que celui qui, au mois de mars, Macron vantait les héros en blouse blanche, envoyait l'année précédente les CRS et les gardes mobiles contre ces manifestants. Notamment pour ceux qui ont fait les manifestations et les actes des Gilets jaunes, il y avait beaucoup de personnel hospitalier et des infirmières, on le voyait sur les gilets, les inscriptions sur les gilets. Donc, plus qu'une crise de pandémie, il y a une crise du système hospitalier. Ensuite, c'est évident, ils utilisent cette pandémie comme dans une forme d'ingénierie sociale pour maintenir la population et l'opinion publique en état de sidération et de conditionnement pour l'unir par la peur autour du pouvoir et pouvoir museler toute forme d'opposition, puisqu'aujourd'hui, il nous est interdit de manifester, il nous est interdit de nous réunir. C'est un outil très très utile de domination politique, quoi. Peut-on dire que le gouvernement français ne tient plus que par l'état de terreur qu'il suscite et entretient ? C'est évident que le gouvernement ne gouverne plus, c'est un syndicat de faillite. Donc, confronté à de nombreuses révoltes populaires, il y a eu la révolte de la Manif pour tous, là je parle de système, même si le gouvernement a changé depuis, mais c'est le système qui reste, qui perdure, la révolte des Gilets jaunes, la révolte contre la réforme des retraites. C'est évident que ce gouvernement en est à utiliser le moindre des actualités pour se maintenir, sachant que la peur, Machiavel le disait très bien, que la peur est le meilleur outil de domination sur les populations, quoi. Avant-hier, un professeur a été décapité en pleine rue. Pensez-vous que cet événement participe d'un état de sidération permanent de la population ? Le « je suis Charlie »,
c'est un processus de sidération des foules, de la même façon que cette gestion de l'épidémie. Et notamment, il a pour avantage pour eux de mettre dans le même camp des ennemis les opposants que nous sommes et ces islamistes takfiristes, alors que ça soit organisé ou pas, je ne pense pas, parce qu'il n'y a pas besoin de fomenter quoi que ce soit, étant donné que depuis 50 ans, ils ont favorisé une immigration continue, que nous sommes aujourd'hui, alors on ne peut pas trop citer de chiffres, parce que les recensements ethniques ou religieux sont interdits en France, mais on doit être à plus de 10 millions d'une population halogène, et il feigne aujourd'hui de découvrir qu'il y a des musulmans. Tout cela est utilisé comme le mensonge en histoire, notamment sur la Seconde Guerre mondiale, pour maintenir un conditionnement sur l'opinion publique. C'est un conditionnement pavlovien de l'opinion publique, avec des stimuli qui sont simples. Il leur suffit aujourd'hui de parler de fascisme, de parler de négationnisme, d'intégrisme, de nazisme, d'antisémite, pour que tout de suite, au sein de la population, il y ait ces réflexes, comme le chien de Pavlov, pour maintenir le peuple dans un état de peur, puisque au sein de l'opinion publique, ça engendre la peur des chambres à gaz, des 6 millions de morts, des femmes et des enfants gazés et brûlés dans les fours crématoires. C'est le même ressort psychologique. Le 8 octobre dernier, les députés ont adopté en première lecture une proposition de loi qui rallonge le délai légal d'accès à l'IVG de 12 à 14 semaines, avec une majorité de 102 voix pour et 65 voix contre. C'est une honte. C'est une honte absolue, mais ce n'est pas étonnant quand vous savez que la moitié des députés à l'Assemblée dite nationale militent au sein du lobby LGBT. Donc les députés aujourd'hui, comme les partis politiques du système, sont des ennemis de la famille, sont des ennemis de la vie, et c'est pour cela qu'ils favorisent toute cette politique de destruction de ce qui constitue la cellule de base de toute société pérenne, la famille, et notamment à travers ces lois de procréation médicalement assistée pour les couples de lesbiennes, et ces lois de gestation pour autrui, qui est le degré ultime de la barbarie, en ce sens que c'est la commercialisation des fœtus et des femmes et des ventres de femmes. Donc c'est totalement honteux. Nous sommes des défenseurs de la vie, nous sommes contre l'avortement systématique qui est proposé, qui est la seule solution qui est proposée aux femmes en détresse. Nous sommes des défenseurs de la vie. L'avortement, que ce soit d'un point de vue moral ou politique, est une ignominie. Moral parce que c'est l'assassinat d'une vie en devenir, politiquement aussi parce que c'est la suppression des petits Français pour les remplacer par une population venue d'ailleurs, une population d'immigrés. Le texte proposait aussi la suppression de la clause de conscience des médecins. Ah oui, mais ça, on parle de France, pays des libertés. Quelle liberté aujourd'hui, où on est obligé de porter des masques? J'ai un ami iranien qui est rentré d'Iran récemment, qui me disait que chez lui, là-bas, c'était le libre arbitre. On portait ou pas le masque selon ses volontés. Vous voyez, un pays qui est présenté comme un pays de l'obscurantisme, un pays de la dictature des mollahs, pratique le libre arbitre en matière de port du masque. Et en France, pays dit des libertés, vous êtes obligé de porter le masque, ce à quoi nous nous opposons. Nous sommes, nous aussi, pour le libre arbitre et le libre choix
du port ou non du masque. Quant à la clause de conscience des médecins, ils veulent obliger les médecins qui sont ceux qui normalement doivent préserver la vie, défendre la vie, ils veulent les obliger à pratiquer cette politique de mort. C'est totalement insupportable, et là aussi ça fait partie de cette tyrannie qui peu à peu s'instaure dans tous les domaines, on parlait de l'arrestation d'Hervé Ryssen et de l'emprisonnement d'Hervé Ryssen, ça en fait partie. Je voudrais juste dire quelques mots à ce propos, puisque regardez les opposants politiques au système, vous avez Alain Soral qui est en exil en Suisse, vous avez l'historien Renoir qui est en exil à Londres, vous avez le blogueur Boris Lelay qui est en exil au Japon, et vous avez l'écrivain sociologue, spécialiste des questions sur le judaïsme, qui a été emprisonné à Fleury-Mérogis en attendant les lourdes condamnations d'autres authentiques défenseurs de l'esprit libre, qui est par exemple Jérôme Bourbon et Rivarol, qui attend 3 ou 4 jugements au mois de novembre. Et vous-même ? Je voulais pas trop parler de mon cas, mais là j'ai encore une main, donc je peux compter sur les doigts de ma main. J'ai 5 procès qui m'attendent, 2 de presse, 2 qui concernent mes propos tenus devant la commission de lutte contre l'extrême droite à l'Assemblée nationale, et un procès pour des propos tenus sur une vidéo, quoi. Mais bon, c'est le lot commun. Que peut-on attendre des élections américaines ? L'élection américaine, c'est intéressant. Le cas Trump, c'est un phénomène. C'est très ambigu, puisque c'est un président qui est totalement aligné sur des positions sionistes, qui mène une politique sioniste. Je pense à la reconnaissance, le déplacement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, ce qu'aucun président américain n'avait osé faire, la reconnaissance de l'annexion du Golan par l'entité sioniste, le soutien sans condition à l'extrême droite israélienne dans sa politique de colonisation des territoires occupés, du vol des terres des Palestiniens, et puis surtout de l'assassinat d'un militaire, Soleimani, qui était l'homme clé de résistance au sionisme et qui était celui qui organisait l'axe de résistance au Proche-Orient. Après, le combat que nous menons est un combat mondial, et sur cette ligne de fracture, c'est évident que la politique de Trump est un frein à l'instauration de ce qui est soutenu depuis toujours par l'État profond américain, c'est-à-dire d'un nouvel ordre mondial et d'un gouvernement mondial. Et là-dessus, Trump a plutôt une politique nationaliste et de défense aussi du catholicisme, ce qui est un fait nouveau aux États-Unis. Donc Trump, il faut le prendre comme un phénomène politique qui est intéressant sous de nombreux aspects, mais par son besoin du soutien en politique intérieure des électeurs évangélistes, eh bien, s'aligne totalement, notamment par aussi la personnalité du fait de la personnalité de son gendre, sur la politique d'Israël. Que peut-on espérer des perquisitions menées au domicile d'Olivier Véran, Agnès Buzyn, Édouard Philippe, Jérôme Salomon et Sibeth Ndiaye? Est-ce une énième opération de com de l'État profond pour calmer la colère des Français? Non, je dirais que regardez les dernières inculpations de Sarkozy
sur le dossier libyen, sur le dossier de financement de sa campagne électorale par Kadhafi, laisse à penser qu'ils ont voulu donner une indépendance à la justice et qu'aujourd'hui cette indépendance se retourne contre eux et du fait d'une magistrature qui s'est gauchisée, très gauchisée, et donc qui en permanence se retrouve contre le pouvoir en place, et aussi cette volonté de se payer de politiciens corrompus et totalement discrédités fait que c'est un peu le monstre qui dévore ses propres enfants. Et je trouve assez intéressant ces perquisitions et peut-être ces mises en examen, à voir, hein, parce que je ne suis pas naïf non plus. Mais ce gouvernement était un gouvernement de menteurs. On l'a vu au moment de la crise, de la gestion de la crise, notamment avec, rappelez-vous les propos de Buzyn. C'était un gouvernement de menteurs, c'est un gouvernement d'incapables, ça c'est indéniable. Mais aujourd'hui, c'est un gouvernement aussi, on peut le qualifier de criminel. Si on s'en tient à leurs propres chiffres, 10 000 de nos vieux sont morts dans les hospices, dans les EHPAD, abandonnés de tous, et ne sont pas morts du coronavirus. Et ça, c'est les effets directs de leur politique, comme notamment aussi l'adoption, la légalisation en toute impunité de l'euthanasie, puisque souvenez-vous, en mars, ils ont légalisé l'utilisation du Rivotril, hein, pour les malades en fin de vie, atteints de problèmes respiratoires dus à la production d'immunité, parce que c'est un peu la spécificité du coronavirus, même s'il semble qu'il évolue. Et ça nous laisse à penser que ce virus serait plutôt de création humaine, hein, c'est ce que les médecins sérieux disent, notamment Montagnier, qui avait émis l'idée prudemment et qui a été réduit au silence. Donc ça aussi, c'est une preuve que il faudrait prendre cette éventualité d'une création humaine quant à ce coronavirus de manière très très sérieuse. Le Rivotril permet d'accélérer la fin de vie des personnes qui sont atteintes de problèmes respiratoires dus au virus. Donc ils ont légalisé l'euthanasie, ils sont les responsables de la mort de 10 000 de nos vieux, en plus dans des conditions atroces, hein, parce qu'on sait combien ces personnes sont dépendantes affectivement, hein, quand elles sont isolées dans les EHPAD. Donc ces gens-là auront à payer, comme ils auront à payer aussi, notamment Castaner, leur politique répressive envers les gilets jaunes. Et ses yeux crevés et ses mains arrachées, oui, ça, ils auront à payer, même s'ils ne sont pas inculpés pour cette répression-là, mais nous saurons nous en souvenir. Vous avez parlé du fait que les Français doivent se nourrir du combat qu'ils mènent. Est-ce qu'il y a des figures dont nous pourrions ou devrions nous inspirer ? Alors déjà, les Français non reniés, parce que la majorité des Français ne se soucient pas de problèmes de contingence politique ou d'engagement militant ou de service de l'idéal, parce que ce sont nous sommes dans des sociétés consuméristes, égoïstes, et même ceux qui seraient détachés de cela se sont recroquevillés sur les domaines plutôt familiaux. Ensuite, les références, bien sûr, il faut les trouver d'abord dans le passé. Et vous savez, c'est comme pour obtenir les semences de demain, il faut semer. Et le sacrifice de héros, de saints, de martyrs, eh bien, sont ces promesses de moissons à venir. C'est pour cela que nous pratiquons régulièrement des hommages aux grands Français, aux héros, mais même à l'étranger.
où nous honorons la geste de grands Européens. Je pense à l'Espagne, avec José Antonio Primo de Rivera, en Roumanie avec Codreanu et beaucoup d'autres. Et puis au présent, il faut se regrouper autour de ceux qui ont le courage de dire non. Ceux qui, et vous pouvez leur faire confiance, ne mettront jamais genou à terre en sachant que l'heure de vérité et la ligne de démarcation, c'est toujours le positionnement par rapport au judaïsme politique, c'est-à-dire de projets politiques de domination mondiale. C'est là où l'on voit les courageux contre les lâches, les gens intègres contre les corrompus, les clairvoyants contre ceux qui se fourvoient. Voilà. Mais ce nouvel ordre mondial dont tout le monde parle, n'est-il pas un nouvel ordre mondial sioniste ? Alors, nous n'avons pas le même vocabulaire, parce que le sionisme est une doctrine qui est bien définie, même si je sais que Youssef Indy a fait remonter le sionisme antérieurement à la création de l'entité sioniste en Palestine. Mais le sionisme est une idéologie bien précise en vue de la création de cet État d'Israël, prévu en Ouganda, à Madagascar, ou finalement qui s'est fait en Palestine. C'est plutôt ce que nous appelons, nous, après la lecture des nombreux livres d'Hervé Ryssen, le judaïsme politique, dont le sionisme fait partie. Le judaïsme politique qui est, en effet, ce projet politique de domination mondiale et qui constitue, c'est un projet messianique qui constitue l'idéologie motrice du mondialisme. Vous savez, un des maîtres à penser du nationalisme, Maurice Barrès, disait que c'est le vieux combat des nationalistes contre les cosmopolites. Eh bien aujourd'hui, ces cosmopolites ont un projet politique qui à travers le mondialisme, qui est ce projet politique de domination mondiale, ce projet messianique juif en effet. Et dans ce projet-là, le sionisme comporte une part très importante. Pourquoi ? Pour deux choses. La première, ça leur donne une puissance d'État, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec Israël, ils ont une armée, ils ont des services secrets très performants, le Mossad, ils ont une diplomatie, ils ont surtout la bombe atomique aussi, ce qui n'est pas négligeable. Mais la deuxième chose, c'est qu'ils ont mis la main sur la capitale de cette terre promise, c'est-à-dire Jérusalem, qui doit se substituer à la Rome antique et la Rome papale, la Rome qui est la capitale de notre civilisation à nous, une civilisation du monde blanc. Donc le sionisme a permis de mettre la main sur le Jérusalem, qui est la capitale de la terre promise étant non seulement la Palestine, mais aussi la terre tout entière. Voilà. Donc en effet, ce nouvel ordre mondial, ce projet de domination mondiale, de gouvernement mondial est porté par nous, ce que nous appelons le judaïsme politique, et que je résume en un mot, le judapo. D'accord. On voit bien que nous vivons une accélération, que la guerre contre le peuple français s'intensifie. Quelles sont les actions possibles, spécifiquement pour les militants ? Alors, ce qui est très important, c'est d'être prudent, c'est de se regrouper autour de ceux qui portent une parole officielle, qui sont un peu des paratonnerres, qui eux prennent la foudre et ont l'habitude de prendre la foudre, puisque le système est très répressif. J'en parlais notamment quant aux exils et l'emprisonnement, aux exils de personnalités et l'emprisonnement d'Hervé Ryssen. Donc il leur faut être prudent, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir. Au contraire, il faut redoubler d'intensité dans l'engagement, avec cette idée qu'il faut souffler sur les braises, il faut maintenir la braise et souffler sur les braises, et surtout mener ce combat au jour le jour pour ne pas céder, ne pas courber la tête, ne pas mettre le genou à terre face au système. C'est très important, parce que dans au quotidien peut se développer une forme de désespoir. Face à ça, moi, j'oppose l'espérance qui se nourrit du combat. Il faut s'engager. On trouve une espérance dans le combat, en pratiquant l'amitié,
entre nous, entre les militants, et puis dans cette volonté qui fait justement qu'au quotidien on ne courbe pas la tête. Et ça, c'est riche d'espérance, et ça nourrit cette espérance, et ça nous permet de continuer au quotidien le combat. Après, il faut faire preuve d'imagination, redoubler d'imagination pour mettre le système en face de ses propres contradictions. Et là, avec l'emprisonnement de Rissen et les événements, notamment de la décapitation d'un professeur Charlie, donc au nom de la liberté d'expression, il est facile de leur mettre le nez dans leurs contradictions en leur brandissant le sort d'Hervé Rissen. Donc je pense qu'on a un travail aujourd'hui d'essayer de faire connaître l'information de l'emprisonnement d'un prisonnier, de la présence d'un prisonnier politique dans les prisons françaises avec Hervé Rissen, parce que ça a beaucoup mobilisé, mais essentiellement dans nos milieux, ça dépasse pas beaucoup l'horizon de simples mouvements ou journaux ou sites internet. Donc là, le travail que l'on a à faire, c'est de porter l'information auprès des Français pour essayer de réveiller les Charlies. Et puis souffler sur la braise, c'est notamment cette action que nous avons menée de concert d'ailleurs entre les nationalistes et ER pour réinstaller une croix qui avait été déboulonnée sur une montagne dans les Pyrénées-Orientales. C'est un symbole qui est très fort, qui est unificateur, qui transcende et nous tire vers le haut. Et ça, ce sont des actions qui sont très très positives, très très positives. Voilà, donc je dirais porter l'espérance, mener des actions unificatrices, parce que les armes les plus puissantes que nous avons aujourd'hui, je pense qu'il y a deux armes très puissantes, c'est la vérité. D'ailleurs, George Orwell, qui a bien décrit le monde d'aujourd'hui dans 1984, disait que la vérité, c'est l'arme la plus révolutionnaire dans un monde, dans une tyrannie de mensonges. Et donc, il faut clamer la vérité. Prudemment pour les militants, mais il faut clamer la vérité, il faut pratiquer la vérité, et ensuite l'amitié qui doit nous unir, cette amitié qui fait que nous sommes tirés vers le haut au service d'un idéal commun. L'amitié, c'est très important, notamment en ces périodes de dictature sanitaire où ils veulent nous interdire toute forme d'expression collective, jusqu'à ne plus pouvoir se marier. Ils ont interdit les mariages, vous voyez où ils en sont. Un système qui en arrive là n'a plus de longs jours devant lui, j'en suis certain. Donc il faut pratiquer cette amitié entre nous, c'est très important, au moment où les gens se déchirent si facilement avec les réseaux sociaux, des réseaux sociaux qui ne font pas partie de la philosophie du fonctionnement occidental et européen. Donc clamer la vérité et pratiquer l'amitié, ce sont les deux armes salvatrices que nous avons aujourd'hui, nous qui sommes engagés dans un combat très difficile.